Et bah oui, tout marche de toute façon au Tivoli grâce à l'équipe technique. Coucou l'équipe technique. Bonjour à tous. Donc je vais présenter ces assises. J'en suis très heureuse, je suis très honorée, bien au-delà de ça en fait. Être honorée de notre présence, bah non, parce que ça prouve qu'il y a du boulot à faire. Ce que je retiens du discours de Denise, c'est tout le côté pédagogique en fait. Voilà, tout le côté pédagogique. Apprendre, ça paraît fou de dire apprendre ce que c'est que notre nature qui nous entoure. Ça paraît fou de se dire qu'on en fait partie. Mais le fait est que la dimension de prise de conscience passe par la connaissance, passe par la culture. C'est pour ça que là, pour démarrer ces assises, après ces deux discours, eh bien, il a été demandé à un artiste de s'exprimer. Alors, on appelait ça auparavant la permaculture. La permaculture, ça allait de la connaissance de la terre jusqu'à la culture au sens large. Ça a été peut-être mal compris comme terme. Et Patrick Scheider, que vous allez voir maintenant, que vous allez écouter, préfère parler d'écologie culturelle. Alors Patrick Scheider, c'est un artiste complet, il est pianiste, mais là, ça sera pour une autre fois. Il va nous interpréter l'un de ses spectacles en fait. J'espère qu'il est frais, Patrick, parce que hier soir, il était encore en Alsace. Attention, hein, le public montargois, il est dur. Hein. Il a l'habitude de voir des super beaux spectacles ici au Tivoli. Voilà. Patrick, vous êtes auteur de 3 livres rien que cette année. Vous êtes très prolixe, n'est-ce pas ? Vous faites des spectacles donc écologie depuis 17 ans. Donc vous êtes un pionnier en fait du réveil écologique. Ouais. Et puis vous aimez bien travailler évidemment dans la nature. Alors là, on a loupé. On aurait dû vous emmener dans le beau parc à côté. Vous travaillez avec plein de comédiens également, de musiciens, etc. D'activistes aussi, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est quoi les activistes ? Est-ce que nous, on est des activistes maintenant dans le Montargois ? C'est ce qu'on peut se demander. Voilà, ce que vous cherchez à faire, c'est trouver la concorde autour de l'écologie, on pourrait dire autour de l'urgence écologique. Je vous accueille ici sur ce plateau. Vous êtes venu apparemment plusieurs fois déjà à Chalette. Voilà. Et puis, il y avait une petite phrase tout à l'heure, Patrick, qui m'a bien plu dans l'exposition à côté. Évidemment, pof, merci de me mettre à mes genoux, merci. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, Saint-Exupéry. Mais vous, en fait, Patrick, vous avez envie de nous parler de George Sand. Bonjour à toutes, à tous. Merci, cher président, merci, madame Serrano, et merci pour cette brillante introduction. On se demande qu'est-ce qu'un artiste vient faire là. Voilà. Alors, effectivement, j'ai créé depuis 17 ans des spectacles qui s'appellent Des jardins et des hommes, que nous donnons vraiment sur toute la France et au-delà, aussi pas mal en Afrique du Nord, en associant musique et texte sur le thème de l'histoire de l'écologie. Et on m'a demandé de venir aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Et effectivement, je ne jouerai pas de piano. Et cette histoire, en fait, elle n'est pas très lointaine au niveau des kilomètres, parce qu'elle se passe à 60 km d'ici, dans la forêt de Fontainebleau. Et peut-être pas si lointaine que ça non plus dans le temps, puisque c'est les années 1850, 1870, et que beaucoup de choses que vous allez entendre de George Sand croisent, mais à 100%, et c'est ça qui est extraordinaire finalement, nos préoccupations actuelles sur la biodiversité. Donc c'est l'histoire de cette forêt de Fontainebleau que je vais faire commencer pour notre propos justement dans les années 1830. Et vous comprendrez pourquoi c'est moi qui en parle en tant qu'artiste, parce que ce sont effectivement des artistes qui ont, entre guillemets, sauvé cette forêt d'une surexploitation, notamment par des plantations de pins assez excessives dans les années 1830-1850. Alors, si on se replace sur ces années-là, 1830, c'est une année révolutionnaire. Voilà. On fait la révolution, on fait sortir du trône le roi Charles X, qui était un roi conservateur très triste, hyper conservateur, et une révolution qui met à la place un autre roi, ce qui est un peu spécial quand même, qui est le roi Louis-Philippe.
Et cette révolution a été menée en fait par des jeunes, vraiment, qui avaient entre 20 et 25 ans, et en plus, très souvent, des jeunes artistes. Vous avez des gens que vous connaissez toutes et tous dans cette histoire-là. Il y a notamment Victor Hugo, qui a été très actif à cette époque-là, Delacroix, plein d'autres, George Sand aussi, par ses idées. Et cette révolution d'artistes va mettre au point une sorte d'ébullition intellectuelle dont on est vraiment les héritiers. Parce que tout mon travail veut montrer que, notamment par rapport au 19e siècle, nous sommes les héritiers et qu'on peut être fier aussi en tant qu'héritier, ce qui est très important à mon sens pour mener justement un travail d'activisme. Alors, à cette époque-là, il y a des jeunes qui sont pour la plupart des citadins, beaucoup vivent à Paris. Et ces jeunes, comme beaucoup de jeunes actuellement, dans les années 1830, vont quitter Paris pour les mêmes raisons que maintenant, c'est-à-dire la vie est chère, on a du mal à se loger, le logement lui-même est cher, la nourriture est chère. En plus, il y a de la pollution déjà. Et puis, il y a aussi des pandémies. Bon, alors, ce n'est pas le Covid-19, c'est le choléra, c'est guère mieux. Et donc, ils quittent la capitale et ils sont artistes peintres, très exactement. C'est ceux qu'on appelle les peintres de Barbizon. Ils ont tous entre 20 et 25 ans. Et bien sûr que peindre du paysage, parce que ça va être ça leur originalité, à Paris, c'est assez limité. Donc ils vont s'exiler à Forêt de Fontainebleau, environ 60-70 km de Paris. Ces années-là, ils ont tous, je vous disais, dans cette tranche 20-25 ans. Et ils sont pauvres, bien sûr. Leur idée, c'est de peindre librement, sans même se soucier vraiment de gloire, mais se faire plaisir et faire plaisir à leurs acheteurs. Les voilà qui vont dans ce tout petit village, peut-être 200 habitants à cette époque-là. Ils sont hébergés par un aubergiste, justement, qui s'appelle Monsieur Gann, qui lui est républicain, donc qui n'est pas forcément un ami du nouveau roi Louis-Philippe, et qui les héberge il leur donne le gîte et le couvert, en fait, à charge pour eux de peindre les murs avec des jolies scènes, les armoires aussi. Vous pouvez toujours visiter l'auberge Gann à Barbizon. C'est un musée départemental maintenant des peintres de Barbizon. Donc ils sont tranquilles comme tout. Le roi Louis-Philippe, lui, c'est autre chose. C'est pas un rêveur. Voilà. C'est un gestionnaire. Et vous savez maintenant, comme auparavant, que l'État a toujours besoin d'argent. Et quand il voit Fontainebleau, avec certes des chaînes qui ont 300, 400 ans, il y a là-bas des gens de l'ONF qui connaissent très bien cette histoire. Et on a d'ailleurs travaillé sur mon dernier livre avec l'ONF là-dessus. Donc j'ai salué au passage. Le roi dit, c'est très bien tout ça, mais il y a des artistes, super. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de désert à Fontainebleau à cette époque-là. C'est-à-dire qu'actuellement, la forêt est beaucoup plus boisée qu'elle l'était à cette époque-là. Des étendues de sable sur lesquelles poussent difficilement des genévriers, des bruyères, en fait des choses qui ne rapportent rien. Et le roi Louis-Philippe, lui, c'est un roi gestionnaire, c'est-à-dire c'est un très grand propriétaire terrien, notamment autour de son château de Heu, qui est pas loin du Tréport. Il a d'immenses propriétés qu'il gère d'une main de maître. Quand il voit Fontainebleau, qui encadre le fameux palais, donc une des résidences royales, il dit tout ça, c'est bien, mais il faut que ça rapporte. Et là, il va commencer à entamer une entreprise de démolition et de plantation parallèlement. C'est-à-dire, il va couper pas mal de ces chênes qui étaient billes tricentenaires, qui vont être pour la plupart reconvertis en lames de parquet. Donc, il y a beaucoup de parquets parisiens qui ont été faits avec les chênes de Fontainebleau. Et puis, à la place de ces immensités vides, ce que j'appelais tout à l'heure des déserts, parce qu'il y a un sable d'une qualité exceptionnelle à Fontainebleau, il va planter des pins. Et ce que les artistes, les jeunes là, de 20-25 ans dont je vous parle, aimaient dans cette forêt, c'était cette alternance d'arbres majestueux et puis ensuite de grandes étendues désertiques. Ça leur faisait penser un peu, c'était très à la mode à l'époque, à l'Irlande, au roman de Walter Scott, etc. Ils aimaient ça. Et ils voient tout d'un coup l'administration donc des eaux et forêts de l'époque, on va l'appeler comme ça, qui va commencer à abattre ces chênes et planter en rond d'oignon des pins. Et là, leur sang ne fait qu'un tour. Donc ça a été en quelque sorte les premiers activistes, non pas climatiques, là, mais qui défendent l'espace naturel qu'on puisse connaître vraiment en France et qui sont attestés. Et ils sont très très malins. C'est ça qui est extraordinaire et qui peut, je pense, nous faire réfléchir à la place de l'art dans l'activisme et dans une prise de conscience. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mal à faire cette prise de conscience sur la biodiversité. Ils vont défendre les arbres par l'art. Alors ils vont s'y prendre de différentes manières qui sont
très original. À cette époque-là, peindre un arbre, c'était absolument la dernière des choses à faire. Ça n'avait aucune valeur. Il y avait un salon au Louvre tous les ans qui s'appelait Le Salon, avec un S majuscule. Et au salon, ce qu'on aimait, c'était les scènes mythologiques, ou peindre, par exemple, le portrait de Louis-Philippe, ou peindre, je ne sais pas, Napoléon ou une bataille. Ça, vous aviez à coup sûr le premier prix. Mais si vous peigniez un paysage, vous étiez à l'avant-dernière catégorie. Après, c'était la nature morte, c'est-à-dire vous étiez vraiment un très mauvais. Donc, les paysages dans les tableaux de cette époque-là, ça sert juste de moquette, c'est-à-dire de fond, mais c'est un décor, en fait. Et ces jeunes, mus par une intuition tout à fait exceptionnelle, veulent peindre les arbres comme si c'était des personnes, en quelque sorte, vivantes. Ils vont oser peindre ce qu'ils appellent des portraits d'arbres, des intérieurs de forêt, etc. C'est-à-dire qu'à la place, voyez-vous, de Louis-Philippe qu'on aurait pu peindre, ils mettent un arbre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ils disent aussi que les arbres sont vivants. Ça, c'est très, très spécifique aussi. À leur tête, il y a un peintre qui s'appelle Théodore Rousseau, qui est un peu leur meneur, lui aussi est de cette génération des 25 ans. Et c'est lui qui mène en fait cette bagarre contre l'administration des eaux et forêts de l'époque. Donc, ils exposent leurs tableaux à Paris, c'est pas loin, Fontainebleau, Paris. Le public commence à être de leur côté, ils disent c'est joli, on va quand même pas détruire tout ça, etc. Il est très très malin, Théodore Rousseau, c'est-à-dire qu'il suscite aussi des extraits, des critiques dans la presse auprès de journalistes qui disent sire, épargnez cette forêt, etc. En fait, il fait un travail de lobbying, carrément, voilà, digne de ce nom. Il met le public de son côté, il met les journalistes de son côté. Et Louis-Philippe, qui avait des gros problèmes de légitimité, parce que vous avouerez que si c'est une révolution qui vous fait roi, c'est quand même un peu bizarre. Il aime bien la paix sociale. Il se rend compte qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin, sinon ça risque de réveiller beaucoup de mécontents et pas seulement ceux des forêts. Donc il recule. Donc par l'art, finalement, par la beauté des sites et par une sorte d'intuition que la forêt et les arbres seraient vivants, ils arrivent à faire reculer l'État, ce qui est une chose totalement exceptionnelle. Et dès 1839, donc Louis-Philippe va arrêter d'abattre dans un certain coin qui s'appelle le Bas-Bréau. C'est juste à la sortie de Barbizon quand vous rentrez en forêt. Donc c'est une première victoire. Mais cette victoire est fragile, en fait, parce qu'il n'y a pas de loi en fait, qui sanctuarise cette forêt. Ça, c'est un vrai gros problème. Alors là, vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez toutes et tous aussi, c'est notre fameux Victor Hugo. Parce qu'en France, il y a une chose qui est très spéciale, c'est qu'on a défendu la nature à cause des monuments bâtis, en fait. Si je fais un petit flashback, vous vous souvenez qu'il y a Notre-Dame de Paris qui a récemment brûlé et qui déjà, à cette époque, était un monument menacé qui, à vrai dire, dans les années 1830, tombait totalement en ruine et personne ne s'en préoccupait vraiment. Victor Hugo, lui, il adorait l'architecture médiévale. Il écrit son fameux roman, Notre-Dame de Paris, qui a un succès immense. Et dès 1832, il dit si le livre vous a plu, si vous aimez comme moi l'architecture médiévale, faites une loi qui défende les monuments nationaux. Et à ce moment-là, on crée effectivement une conservation des monuments historiques. Bientôt, ça sera Prosper Mérimée qui sera l'inspecteur. Et là aussi, c'est grâce à Victor Hugo qu'on sauve finalement, alors non seulement Notre-Dame, mais Chambord, Blois, enfin tous les châteaux qui sont autour de nous, et bien d'autres choses en France, Vézelay plus tard, etc. C'est grâce à un roman. Ça aussi, c'est une chose exceptionnelle. Donc, vous voyez que cette démarche des peintres de dire on doit défendre la forêt comme si c'était un monument national, au fond, commence à avoir de l'écho dans le public. Alors Louis-Philippe, là-dessus, il continue quand même à battre ailleurs que là où il a dit qu'il n'y toucherait plus, il le jurait. Mais en fait, le mécontentement monte, on continue à planter des centaines de milliers de pins et on sent qu'il y a une révolte qui gronde. Et effectivement, en 1848, il y a une nouvelle révolution qui met dehors Louis-Philippe, pas seulement à cause de la forêt, mais aussi parce qu'il était très vieillissant et qu'il était... l'évolution de la société française lui échappait totalement. À part ça, c'était quelqu'un qui avait aussi certains mérites, mais là-dessus, il était plus de son temps, quoi. On le sort, une nouvelle république s'installe. Très bien. Elle ne va pas durer très très longtemps, et le premier président de la République, ça va être le futur Napoléon III, celui qu'on appelle le prince-président. Donc, les peintres ne se démontent pas. Pour eux, la politique, en fait, ça ne les intéresse pas vraiment, pour tout vous dire. Théodore Rousseau n'est pas politisé. Louis-Philippe, ça lui reste très bien allé si jamais il avait conservé les arbres. Il est républicain, mais il est prêt à se contenter de tout dès l'instant qu'on respecte la forêt. Donc, ils sont très malins, les peintres et leurs conseillers. Ils savent que Napoléon III est quelqu'un de sensible à la nature. Parce qu'il est vrai que quand on connaît Paris, vous voyez très bien les parcs, vous voyez le bois de Boulogne, etc. Napoléon III a fait énormément pour ce qu'on appelle maintenant la nature en ville, peut-être plus qu'on n'a jamais fait.
Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Il avait été exilé à Londres. À Londres, il avait énormément apprécié les parcs urbains, pensant que c'était justement des poumons qui permettent à la ville de respirer, de respecter une certaine hygiène. Donc il veut faire la même chose à Paris. Et les peintres qui sont très, très informés, avec George Sand qui les conseille d'une manière permanente aussi, parce que évidemment c'est une amoureuse folle de nature, elle, mais on en parlera un peu plus tard, écrivent à l'éminence grise de Napoléon III, qui est son demi-frère, le duc de Morny. Alors ils font une lettre qui est super bien tournée en disant, je vous la résume, hein, en bref, Votre Excellence, la République n'a pas su conserver la forêt intacte, Louis-Philippe non plus, nous sommes sûrs que l'Empire saura prendre des bonnes décisions pour défendre la forêt, etc. Bref, donc il y passe un peu la brosse à reluire, et ça marche, en fait, parce que le duc de Morny transmet ça à Napoléon III, et Napoléon III dit, oui, c'est juste, pourquoi est-ce qu'on démolirait la forêt de Fontainebleau? En plus, certes, il y a des pins, mais ils ne sont pas d'un excellent rapport. Au fond, tout ce qu'on investit, on ne le récupère pas forcément en vente. Donc c'est un peu se mettre les artistes à dos, mais aussi les touristes qui sont nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui viennent en forêt, sans compter les Parisiens qui viennent se distraire en forêt. Et il dit, il faut faire quelque chose. Et Napoléon III va prendre le taureau par les cornes. Et en 1853, donc, il y a un inspecteur des eaux et forêts qui s'appelle Stem, qui va faire une première proposition de plan de préservation de la forêt, en proposant qu'il y ait 600 et quelques hectares qui soient préservés. Et Napoléon III va trouver que ce n'est pas assez encore, qu'il faut aller plus loin. Donc il demande qu'on continue à travailler. Et on arrive à un second plan, donc en 1861, quelques années plus tard, qui va être un plan absolument fondateur. C'est-à-dire, avec Napoléon III, et grâce aux artistes qui sont derrière et qui mettent la pression sans arrêt, on va avoir la première mesure de protection d'un espace naturel au monde à Fontainebleau. C'est-à-dire qu'il y a un décret impérial d'août 1861 qui décrète qu'on doit maintenant préserver, sanctuariser 1090 hectares de forêt. Donc c'est une première mondiale. Alors très souvent, et je regardais encore l'autre fois un documentaire par exemple sur Arte, sur la protection du patrimoine, on dit c'est Yellowstone en 1872 qui a été le premier parc naturel protégé. En fait c'est faux, c'est la forêt de Fontainebleau qui a été la première. Les gens de Yellowstone étaient parfaitement au courant de cette histoire française. Ils s'en sont inspirés. Et bien sûr que Yellowstone, c'est des milliers d'hectares, c'est des dizaines de milliers d'hectares. C'est beaucoup plus grand que Fontainebleau. Mais l'idée, elle vient de France. Alors notre Théodore Rousseau, on va le laisser là parce qu'il va bientôt mourir, 2 ans après cette histoire-là. Il est comblé. Il a réussi l'histoire de sa vie qui est de défendre la forêt. Ces acheteurs d'ailleurs de tableaux, vous pouvez voir ces tableaux, il y en a beaucoup au musée d'Orsay. Il y en a encore beaucoup plus en Amérique parce que ces acheteurs vraiment passionnés étaient des Américains. Donc il se trouve qu'en Amérique, au Getty Museum notamment, il y a une collection de tableaux de Rousseau qui est extraordinaire. Donc retenez les peintres de Barbizon, les premiers peintres en plein air avant les impressionnistes. C'est un aspect fondateur. Alors on peut dire que Rousseau a super réussi sa mission parce qu'il a réussi 2 choses en même temps. Et je crois quasiment sans s'en rendre compte, et je dirais même 3. Il a réussi à ce que la peinture de paysage s'impose, alors qu'avant c'était méprisé. Première victoire. Il a réussi aussi à protéger une forêt, ça ne s'était jamais fait jusqu'alors. 2e victoire. Et puis, 3e chose qu'il a fait, mais vraiment au cours des choses, c'est-à-dire que ce n'était pas prémédité, il a créé une sorte d'activisme artistique. Voilà. Donc ça, c'est totalement novateur. Donc il a un génie qui lui est propre, on peut dire. Ce Rousseau, peu avant de mourir, il confiait qu'il avait la sensation que les arbres se parlaient entre eux, qu'il y avait une sensibilité des arbres. Quand on sait le succès qu'ont actuellement les livres sur le langage secret des plantes, des arbres, la vie secrète des arbres, il a anticipé ça dès les années 1850 d'une manière intuitive et en même temps exacte. Et c'est carrément ce qui a motivé sa lutte. Donc, hommage lui soit rendu. Alors vous allez dire, qu'est-ce que fait George Sand là dedans? Eh bien, George Sand, vous la connaissez, elle est de notre région, le Berry. Elle a un grand domaine qui fait à peu près 250 hectares à cette époque-là, le domaine de Nohant, on peut dire au fin fond du Berry. Et elle crée là-bas une sorte de centre culturel. En plein milieu des champs, elle fait venir Balzac, Flaubert, Chopin, Liszt. Tout le monde vient là-bas pour se sortir de la ville, vivre à l'air libre et puis être avec Georges, qui était une femme vraiment extraordinaire. Dans les années 1830, elle faisait un peu la même chose que les peintres, c'est-à-dire qu'elle était révolutionnaire. Elle a défendu, vous le savez, c'est la caricature qu'on a d'elle, le droit des femmes, c'est-à-dire qu'elle porte le pantalon alors que ce n'était pas autorisé, elle fume le cigare, elle a des amants. Et en plus, chose incroyable,
Elle a très bien compris que si elle veut dire ce qu'elle veut et qu'on ne l'entrave pas, il faut qu'elle gagne sa vie. Donc déjà, elle ne s'entend pas avec son mari. Et ensuite, elle va justement écrire des romans pour être indépendante financièrement. Donc elle défend les droits des femmes. En 1848, cette révolution dont je vous parlais, qui a mis un peu plus tard Napoléon III au pouvoir, elle va défendre la République avec acharnement. C'est-à-dire qu'avec Ledru-Rollin, personnage politique éminent, elle va coécrire avec lui les bulletins de République qui sont placardés partout en France. C'est-à-dire les idées de George Sand sur la République ont été fondatrices. Ça tourne mal. À la place d'une république, c'est un empire qui arrive. Elle fait un peu profil bas au départ avec Napoléon III. Elle le rencontre, ils s'entendent plutôt bien. Ça va, quoi. Elle n'a pas été inquiétée parce qu'à un moment, elle a pensé qu'elle serait poursuivie pour ses idées républicaines. Et puis, 1870, vous savez aussi tous et toutes ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on déclare la guerre à la Prusse, bêtement, on la perd. Et non seulement on perd l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace où j'étais effectivement hier soir, et puis, on doit aussi 5 milliards or à l'Allemagne. Donc, c'est la même ritournelle. On dit, écoutez, on sait bien que c'est protégé, Fontainebleau, mais tout de même, on a besoin d'argent, il faut qu'on coupe. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là que George Sand réapparaît dans cette histoire-là. Elle avait tout suivi depuis le départ. Elle avait même voulu marier une de ses filles adoptives avec le fameux Théodore Rousseau. Donc, c'est vous dire que tout le monde se connaissait. Delacroix, Victor Hugo était de la partie. C'était un cercle d'artistes qui étaient intéressés à la destinée de la nature, en fait. Et elle dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Une pétition circule alors. Parmi les artistes, il y a un comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau qui est créé, qui continue d'ailleurs de nos jours, qui maintenant s'appelle les Amis de la forêt de Fontainebleau, mais ce sont les descendants directs de ce comité, en 1872. Et Victor Hugo signe, il dit il faut défendre les forêts comme des monuments, comme Notre-Dame de Paris. Et George Sand, bien sûr, elle signe. Mais aussi, elle va écrire un texte incroyable qui est la première tribune qu'on pourrait appeler écologique en France. En 1872, dans un journal qui est Le Temps, qui est en fait l'ancêtre du journal Le Monde. Juridiquement, Le Monde s'appelait avant Le Temps, tout simplement. Et là, elle va vraiment casser tous les codes, c'est-à-dire qu'elle va aller bien au-delà de ce que les peintres avaient réussi à défendre, avec succès en plus, en disant il faut préserver les forêts parce qu'elles sont belles, parce qu'elles font que notre vie est meilleure, etc. Déjà, ils avaient réussi avec ça, ce qui est quand même assez incroyable. Mais elle va carrément avancer les arguments de ce qu'on appelle désormais l'écologie. Alors, 1872, le terme existait déjà depuis 6 ans à peu près, le terme écologie, mais elle ne va pas l'employer, elle va parler plutôt de naturalisme, voilà, de choses qui sont chères à son cœur. Et ce texte qui est novateur, qui est carrément incroyable, je vais vous en lire quelques extraits. Alors, je ne sais pas où je vais me mettre pour être tranquille pour lire. Peut-être je vais m'asseoir. Bon, le texte, il fait 9 pages, je ne vais pas vous lire 9 pages. Mais 3 pages vont vous suffire à comprendre combien ce texte, finalement, se raccroche à la tradition de Jean-Jacques Rousseau. Ça serait long à vous expliquer, mais elle a été élevée par sa grand-mère, George Sand, qui était une adepte de Jean-Jacques Rousseau à fond. Et dans la famille de George Sand, ils avaient même employé Jean-Jacques Rousseau comme secrétaire à une certaine époque, dans l'année 1750. Donc George Sand se sent totalement héritière de toute une lignée qui va de la Révolution française à son époque pour défendre le droit naturel, ce qui est une chose qui est très importante. Alors voilà, donc parmi les 8 pages hyper inspirées de ce texte, je vais vous lire quelques extraits. Les grands végétaux, dit-elle, sont donc des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits. Et s'il est dangereux ou nuisible de vivre éternellement sous leur ombre directe, il est bien prouvé que supprimer leurs émanations, c'est changer d'une manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine. C'est supprimer ces grands éventails qui renouvellent l'air et divisent l'électricité sur nos têtes. C'est aussi appauvrir le sol, qui est doué d'une circulation, pour ainsi dire, sous-cutanée. La culture gratte, peigne, assainit cette écorce délicate. Ce sont les soins de propreté nécessaires, mais il faut que certaines parties rocheuses ou boisées échappent à ce nivellement exagéré et conservent l'humidité qui doit féconder le sous-sol à de grandes distances. Il y a fort peu d'eau apparente dans les sables et les roches de Fontainebleau, mais le sous-sol qui a permis aux arbres d'y vivre si longtemps est à coup sûr d'une richesse extrême et qui se communique au loin. Supprimer les arbres qui, par leur ombre, rendent au sol la fraîcheur bue par leurs racines,
vous détruirez une harmonie nécessaire, essentielle, du milieu que vous habitez. La rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère devrait être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront le moyen de l'acheter? Si cela pouvait se faire, voyez-vous d'ici chaque propriétaire balayant à son gré son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou selon son goût les parquant chez lui, et demandant aussi une loi qui défende à l'homme sans argent de regarder l'or du couchant ou la splendeur fantastique des nuées chassées par la tempête. J'espère que cet heureux temps, si je puis dire, ne viendra pas. Mais je crois que la destruction des belles forêts est un rêve non moins monstrueux et qu'on ne doit pas plus retirer les grands arbres du domaine public et intellectuel que leurs influences salubres à l'hygiène publique. Ils sont aussi sacrés que les nuages fécondants avec lesquels ils entretiennent des communications incessantes. Ils doivent être protégés et respectés. Ne jamais, jamais être livrés aux caprices barbares ou aux besoins égoïstes de l'individu. Beaux et majestueux jusque dans leur décrépitude, ils appartiennent à nos descendants, comme ils ont appartenu à nos ancêtres. Ils sont les temples éternels dont l'architecture puissante et la frondaison ornementale se renouvellent sans cesse. Je tourne la page. Et elle va aller plus loin encore. Là, on reste encore dans le domaine artistique. Maintenant, on va rentrer dans un domaine extrêmement concret. Parce qu'en fait, ce qu'elle mène comme lutte pour Fontainebleau, elle a mené aussi pour les forêts de la Réunion, à la même époque, et aussi pour le Berry, parce qu'on commençait à arracher les haies, et elle n'aimait pas du tout ça. C'est là qu'elle en arrive. Car il est temps d'y songer. La nature s'en va. Sous la main du paysan, les grands végétaux disparaissent. Les landes perdent leur parfum. Et il faut aller loin des villes pour trouver le silence, pour respirer les émanations de la plante libre, ou surprendre le secret du ruisseau qui jase et qui coule à son gré. Tout est abattu, nivellement, redressement, clôture, alignement, obstacle. Si dans ces cultures tirées au cours d'eau qui ont la prétention de s'appeler la campagne, vous voyez de temps en temps un massif de beaux arbres, soyez certain qu'il est entouré de murs et que c'est là une propriété particulière où vous n'aurez pas le droit de faire entrer votre enfant pour qu'il sache comment est fait un tilleul ou un chêne. Car la plupart des grandes étendues boisées se sont resserrées. Où trouver maintenant la forêt des Ardennes? Les forêts qui subsistent sont à l'état de coupe réglée et non point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et sans regret. Que de colosses admirables les personnes de mon âge ont vu tomber. Il n'y en a plus. Il faut inventer des charpentes en fer. On ne pourra bientôt plus trouver ni poutres, ni chevrons. Partout, le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi. Et la nature s'épuise. Et l'industrie scientifique ne trouve pas le remède assez vite. Irons-nous alors chercher tous nos bois de travail en Amérique? Mais la forêt vierge, l'Amazonie, va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. N'en riez pas. Ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. Oui, on replantera. On replante beaucoup, je le sais, mais on s'y est pris si tard que le mal est peut-être irréparable. Encore un été comme celui de 1870 en France, il faudra voir si l'équilibre peut se rétablir entre les exigences de la consommation et les forces productives du sol. Il y a une question qu'on n'a pas assez étudiée et qui reste très mystérieuse. C'est que la nature se lasse quand on la détourne de son travail. Elle a ses habitudes qu'elle quitte sans retour quand on les dérange trop longtemps. Elle donne alors à ses forces un autre emploi. Elle voulait bien produire de grands végétaux. Elle y était portée. Elle leur donnait la sève avec largesse, mais condamnée à se transformer sous d'autres influences, la terre transforme ses moyens d'action. Défrichée, engraissée, elle fleurit certes et fructifie à la surface. Mais la grande puissance qu'elle avait pour les grandes créations, elle ne l'a plus. Et il n'est pas sûr qu'elle la retrouve quand on le lui redemandera. Car le domaine de l'homme devient trop étroit pour ses agglomérations. Il faut qu'il l'étende sans cesse. Il faut que des populations émigrent et cherchent le désert. Oh, tout va encore par ce moyen, car
La planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants. Mais il y a un grand péril en la demeure. C'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux que rien n'enchaîne. Et que, si ces besoins ne s'imposent pas dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert? Qui sait si notre satellite, la Lune, que l'on dit vide d'habitants et privé d'atmosphère, n'ont pas péri par l'imprévoyance des générations et l'épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante? En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts, respectons nos grands arbres. Et s'il faut, que ce soit au nom de l'art. Oui, si cette considération est encore de quelque poids par le temps de ruralité réaliste qui court, écoutons et secondons nos vaillants artistes. Mais nous tous, protestons aussi, au nom de notre propre droit et fort de notre propre valeur, contre des mesures d'abrutissement et d'insanité. Pendant que de toutes parts on bâtit des églises fort laides, ne souffrons pas que les grandes cathédrales de la nature, dont nos ancêtres et leurs sentiments profonds en élevant leurs temples, soient arrachés à la vénération de nos descendants. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l'avenant des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Les idées rétrécies réagissent sur les sentiments qui s'appauvrissent et puis se faussent. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent « Oh, peu importe, après nous la fin du monde ». Mais c'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. C'est la formule de sa démission d'homme, car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. Ah non, 13 novembre 1872. Voilà, donc je pense que c'est intéressant d'écouter ça parce que, alors on peut voir toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, à moitié vide, c'est dire, ben voilà, donc il ne s'est rien passé. Et à moitié plein, c'est ben si, parce que grâce à ce texte, alors plus tard, hein, là en 1872, mais il y aura un autre plan d'exploitation de la forêt qui date de 1904, qui va encore agrandir ses réserves, donc il y a eu une victoire. Et bien sûr, ces victoires, ben d'abord, on l'a vu, elles sont toujours remises en cause. On l'a vu dans cette histoire de Fontainebleau qui va de 1830 à 1904, donc 70 ans, un peu plus même, de lutte, alors que Larzac, c'est 10 ans et Notre-Dame-des-Landes, 50 ans. Donc Fontainebleau était finalement la plus longue lutte, et c'est pas fini, parce qu'il y a toujours des gens qui râlent contre l'ONF, mais nos amis de l'ONF l'expliqueront mieux que moi, qui coupent, etc. Mais disons, c'est quand même stabilisé et vraiment dans le bon sens. Mais je dirais que c'est un work in progress, cette histoire de défense de la biodiversité, elle en parle, de cet ombrage qui abrite des espèces et que tout est interdépendant. Donc George Sand visionnaire, certes, mais aussi George Sand très informé. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'elle était avec un don de vin qu'elle a écrit ça. C'est-à-dire qu'elle lisait toute la littérature scientifique de son temps, elle lisait Darwin, elle lisait plein d'autres choses, des botanistes de son époque qui alertaient. Donc au fond, les alertes que nous lançons actuellement, déjà en 1870, elles étaient finalement lancées. C'est tout de même incroyable d'entendre qu'elle parle de l'Amazonie qui s'épuise, voilà, du combustible qui devient cher. D'ailleurs, toute chose qui nous arrive. Et voyez-vous, j'ai redécouvert ce texte il y a une dizaine d'années. Et ce qui m'impressionne énormément, c'est que plus on avance dans nos années 2020, et plus il est actuel. Alors, il y a un vrai lien, finalement, entre ce 19e siècle, qui a été effectivement la révolution industrielle, hein, qui a apporté aussi beaucoup de bonnes choses, et puis cette prise de conscience qu'il y avait de gens qui étaient cultivés, qui étaient à la fois de la campagne et de la ville, parce qu'elle était autant une fille de la campagne qu'elle aimait aussi la ville. Je pense que ça donne une perspective à cette notion d'écologie qu'on croit trop souvent tomber du ciel il y a 20 ans avec le réchauffement climatique, et montrer que notamment des artistes, mais aussi des scientifiques qui sont inquiétés depuis 150 ans, nous permettent de nous situer. Car je crois que si on va avoir des outils pour se saisir de l'écologie, il faut se situer dans le temps. Et si on a l'impression qu'on est les premiers à vivre ça et qu'on n'a pas d'outils, c'est terrifiant. D'où l'éco-anxiété qui accompagne l'écologie. Si on replace ce souci dans une continuité, dans une histoire, avec aussi des valeurs que George Sand, par exemple, défend, mais on pourrait trouver d'autres exemples, là, on se trouve non plus en position de petits oiseaux sur la branche et démunis, mais en position d'héritier, ce qui donne une force. Alors, je dirais qu'en écologie comme ailleurs,
en toute chose, il vaut mieux connaître ses racines. On peut jamais se féliciter d'avoir été orphelin. Alors ne soyons pas orphelins de notre écologie. Et en France, on a des exemples comme ça qui sont éminents, magnifiques, qui ont inspiré le monde entier. Et ce qui est très curieux, c'est que souvent, on l'ignore nous-mêmes. Donc, c'est aussi un peu un cocorico pour être fier de notre culture qui peut nous inspirer dans notre réflexion sur l'actualité. Merci à vous. Bon, alors voilà. Il y avait 2 livres. Vous retenez, vous avez noté, je n'ai pas vu grand monde noter. Les arbres à défendre de Patrick Scheider et puis les écrits sur la nature de cette sacrée Madame Georges.